Imagine un instant que tu marches dans la rue. Les regards se posent sur toi, certains admiratifs, d'autres critiques, parfois même moqueurs. Les bruits du monde résonnent, et chacun semble vouloir te rappeler que tu n'es pas assez, que tu devrais douter, reculer, ou au mieux t'adapter pour plaire. Mais toi, tu continues d'avancer, le pas assuré, le regard fixé sur ton horizon, comme si rien, absolument rien, ne pouvait t'atteindre. Voilà le secret que les plus grands leaders, les bâtisseurs d'empires et les esprits lumineux ont toujours su maîtriser, l'art d'agir comme si rien ne pouvait les affecter. C'est une attitude, une posture intérieure, un état d'esprit qui transforme non seulement la perception que les autres ont de toi, mais surtout la perception que tu as de toi-même. Napoleon Hill l'a enseigné à travers ses écrits et ses entretiens. Les pensées dominantes que tu cultives dans ton esprit déterminent ta réalité. Si tu permets aux critiques, aux doutes, aux regards extérieurs de dicter ta valeur, tu deviens l'esclave d'un monde qui n'a aucun intérêt à te voir grandir. Mais si tu décides de revêtir cette armure invisible, ce manteau de confiance imperturbable, tu changes la dynamique. Les obstacles ne disparaissent pas, mais ils perdent leur pouvoir sur toi. Les critiques ne s'éteignent pas, mais elles deviennent des échos lointains, incapables de détourner ton chemin. Agir comme si rien ne pouvait t'arrêter ne signifie pas être insensible ou dénué d'émotion. C'est au contraire la preuve d'une profonde maîtrise de soi. Celui qui apprend à canaliser ses émotions, à ne pas se laisser déstabiliser par les vents contraires, devient semblable à un arbre aux racines profondes. L'orage peut se déchaîner, les vents peuvent souffler avec violence, mais l'arbre demeure solide, enraciné, indestructible. Cette stabilité intérieure attire le respect, parfois même l'admiration silencieuse de ceux qui cherchent en toi ce qu'ils n'arrivent pas à trouver en eux. Le monde est rempli de distractions, de critiques, de voix qui tentent de t'éloigner de ton objectif. Si tu veux bâtir quelque chose de grand, tu dois apprendre à ignorer ce vacarme. Les plus grandes victoires ne se gagnent pas seulement à l'extérieur, dans les batailles visibles, mais surtout à l'intérieur, dans ces luttes silencieuses que personne ne voit. C'est dans ton esprit que se trouve la véritable arène, et ton adversaire le plus redoutable n'est pas celui qui se moque de toi, ni celui qui doute de toi, mais cette petite voix intérieure qui cherche à te convaincre que tu n'es pas capable. Tant que tu continues à marcher avec assurance, même dans le doute, tu réduis cette voix au silence. Napoleon Hill insistait sur la puissance de la pensée disciplinée. Tes pensées sont comme des aimants. Elles attirent à toi des événements, des personnes, des circonstances qui résonnent avec leur fréquence. Si tu te projettes comme une personne forte, déterminée, imperturbable, alors la vie te traitera comme telle. Les opportunités viendront vers toi parce que tu auras créé en toi le terrain fertile pour les accueillir. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi naturelle. Les pensées dominantes façonnent la réalité tangible. Agir comme si rien ne pouvait t'arrêter, c'est choisir consciemment de ne pas céder à la peur. La peur est le plus grand ennemi du progrès humain. Elle ronge l'énergie, elle paralyse l'action, elle éteint les rêves. Mais face à la peur, l'attitude que tu adoptes change tout. Si tu lui accordes trop d'attention, elle grandit, elle s'installe, elle te domine. Si tu avances malgré elle, si tu décides de lui retirer son importance, elle rétrécit jusqu'à disparaître. Les plus grands leaders de ce monde, des inventeurs aux révolutionnaires, ont tous connu la peur, mais ils ont choisi d'agir comme si cette peur ne pouvait les atteindre. Cette posture intérieure n'est pas une illusion ou un masque trompeur. C'est une discipline. Elle s'entraîne chaque jour dans les petites choses comme dans les grandes. Elle commence par des gestes simples. Garder le silence quand on te provoque, continuer à avancer malgré un échec, sourire là où d'autres s'attendent à te voir effondrer. Peu à peu, ces gestes construisent une carapace invisible, une force tranquille qui inspire. Tu ne deviens pas insensible, mais tu deviens inébranlable. Regarde l'histoire. Combien de visionnaires ont été ridiculisés avant de devenir des légendes? Edison a échoué des centaines de fois avant d'inventer l'ampoule. Lincoln a perdu presque toutes ses élections avant de devenir président. Steve Jobs a été rejeté de sa propre entreprise avant de revenir et de révolutionner l'industrie. Tous avaient ce point commun. Ils ont agi comme si rien ne pouvait les arrêter. Leurs détracteurs étaient bruyants,
mais leur foi en eux-mêmes était plus forte. Alors, la prochaine fois que la critique se fait entendre, que le doute se faufile dans ton esprit, que la peur tente de te paralyser, rappelle-toi ceci. Ton pouvoir ne réside pas dans le regard des autres, mais dans la façon dont tu choisis d'y répondre. Si tu agis comme si rien ne pouvait t'atteindre, tu obliges la vie à te respecter. Tu entres dans une dynamique où chaque pas, chaque action, devient une déclaration silencieuse. Je suis inarrêtable. Et c'est dans cette posture que tu découvres une vérité essentielle. La victoire n'est pas d'attendre que le monde cesse de t'attaquer, mais de continuer à avancer, imperturbable, malgré tout. Car la véritable force n'est pas l'absence d'obstacles, mais la capacité à marcher comme si ces obstacles n'avaient aucun pouvoir sur toi. Le pouvoir de la pensée positive. Imagine que chaque pensée que tu entretiens soit comme une graine jetée dans le sol fertile de ton esprit. Certaines graines portent en elles des fruits délicieux, la confiance, la paix, la créativité, l'amour, la joie. D'autres contiennent des fruits amers, la peur, la colère, le doute, l'inquiétude. Et pourtant, ce jardin intérieur n'est pas cultivé par hasard. Chaque jour, consciemment ou inconsciemment, tu choisis les graines que tu sèmes. La pensée positive est ce choix délibéré de planter en toi ce qui élève, nourrit et transforme ta vie. Ce n'est pas un simple optimisme naïf, ce n'est pas se mentir en fermant les yeux devant les difficultés, mais c'est la science intérieure de diriger ton esprit vers ce qui te rend plus fort, plus créatif, plus aligné avec tes objectifs. Napoleon Hill, dans ses enseignements, n'a cessé de rappeler que nos pensées façonnent notre réalité. Ce que tu gardes dans ton esprit finit par se refléter dans ton quotidien. Si tu passes ton temps à entretenir des images d'échecs, de rejet ou de malheur, tôt ou tard, ces images se concrétiseront. Pas parce que le monde te punit, mais parce que tu conditionnes tes actions, tes choix et même ta perception à attirer ce que tu crains. Inversement, si tu nourris ton esprit d'images de réussite, de force et de possibilités, tu changes ta vibration intérieure. Tu commences à voir ce que d'autres ne voient pas. Tu détectes des opportunités là où d'autres ne remarquent qu'obstacles. Et tu développes cette force invisible qui attire à toi les bonnes personnes et les bonnes circonstances. Le pouvoir de la pensée positive, c'est de réécrire le scénario de ton existence avant même que la vie ne l'impose. Les plus grands leaders, les inventeurs, les bâtisseurs de civilisation ont d'abord imaginé, dans le secret de leur esprit, ce qui n'existait pas encore. L'avion était une pensée avant d'être une machine. L'électricité était une vision avant d'illuminer les villes. Internet était une idée avant de relier des milliards d'êtres humains. Tout ce qui existe aujourd'hui est né d'une pensée entretenue avec conviction. La pensée est donc la matière première de toute création. Poser dans ton esprit des pensées positives, c'est donc déjà commencer à construire les réalités futures que tu désires voir apparaître. Mais pourquoi est-ce si difficile pour beaucoup de cultiver la pensée positive? Parce que le monde extérieur est saturé de négativité. Les médias, les conversations, les expériences passées rappellent sans cesse ce qui ne va pas. La peur se propage plus vite que la confiance, le doute plus vite que la certitude. Pour développer la pensée positive, il faut une discipline consciente. C'est comme décider de tourner ton visage vers le soleil alors que les nuages assombrissent encore le ciel. Tu sais que les nuages existent, tu ne les nies pas, mais tu refuses de rester prisonnier de leur ombre. Le cerveau humain est comme un projecteur. Il éclaire toujours la direction vers laquelle tu orientes ton attention. Si tu te concentres sur ce qui manque, ton monde semblera toujours incomplet. Si tu te concentres sur ce que tu as, ton monde semblera plein d'abondance. Cette focalisation change ton humeur, ton énergie et même ton corps. La science moderne a montré que la pensée positive réduit le stress, améliore la santé, renforce le système immunitaire et prolonge la vie. Mais au-delà de ces bienfaits mesurables, la pensée positive agit comme un levier invisible qui te pousse à agir avec courage, constance et créativité. Napoleon Hill enseignait que la clé de la réussite est de transformer le désir en foi et la foi en action. Or, sans pensée positive, aucune foi n'est possible. Comment croire en ton avenir si tu nourris ton esprit de scénarios catastrophiques? Comment agir avec énergie si tu t'imagines déjà en train d'échouer?
La pensée positive n'est pas une option, c'est un fondement. C'est elle qui alimente ta confiance, ton endurance et ta capacité à persévérer. Prenons un exemple concret. Tu veux lancer un projet, créer une entreprise, écrire un livre, changer de carrière. Dès la première idée, deux voix se lèvent en toi. La première te dit « Tu n'es pas prêt, tu n'as pas assez d'expérience, tu vas échouer ». La seconde murmure « Tu peux apprendre, tu peux progresser, tu peux réussir si tu t'accroches ». Si tu choisis d'écouter la première, tu abandonnes avant même d'avoir commencé. Mais si tu nourris la seconde, si tu décides de lui donner plus de place, alors tu oses le premier pas. Peut-être que tu tomberas, peut-être que tu rencontreras des échecs, mais chaque pas nourri par la pensée positive t'approche d'une victoire réelle. Il est important de comprendre que la pensée positive attire des résultats positifs non pas par magie, mais parce qu'elle change ton comportement. Quand tu crois qu'une chose est possible, tu agis différemment. Tu parles différemment. Tu inspires différemment. Les autres sentent cette énergie et sont attirés par elle. Tu deviens un aimant vivant. À l'inverse, la pensée négative te ferme des portes avant même que tu n'aies frappé. Elle met dans ton attitude un poids qui éloigne les opportunités. La pensée positive est aussi un antidote à la peur. La peur t'immobilise, te fait douter, t'empêche de tenter. Mais une pensée positive bien enracinée agit comme une lumière dans l'obscurité. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin pour avancer. Tu as seulement besoin d'assez de lumière pour faire le prochain pas. Et c'est exactement ce que fait la pensée positive. Elle t'éclaire assez pour continuer à avancer, même quand le futur reste incertain. Mais ce pouvoir ne s'active que par la répétition. Il ne suffit pas de penser positif une fois, comme une simple étincelle. Il faut entretenir cette flamme chaque jour. C'est dans la constance que la transformation s'opère. Les affirmations, la visualisation, la gratitude quotidienne sont autant d'exercices qui nourrissent l'esprit. Un esprit bien nourri par des pensées positives devient fort, stable et créatif. Il attire naturellement ce qui lui ressemble. Et pourtant, attention, la pensée positive n'élimine pas les épreuves. Elle ne supprime pas les défis de la vie. Ce qu'elle change, c'est ta posture devant eux. Là où d'autres s'effondrent, tu persistes. Là où d'autres se plaignent, tu cherches des solutions. Là où d'autres voient une fin, tu vois un commencement. C'est cette différence qui crée les destinées. Deux personnes confrontées à la même difficulté n'auront jamais le même résultat, parce que leur manière de penser n'est pas la même. Au fond, le pouvoir de la pensée positive est le pouvoir de la foi en action. C'est croire que ton avenir n'est pas écrit par tes échecs passés, mais par tes pensées présentes. C'est comprendre que ta réalité est malléable, qu'elle se façonne à mesure que tu changes ton état d'esprit. C'est accepter que chaque jour est une nouvelle opportunité de semer de meilleures graines dans ton jardin intérieur. Et voici la vérité que peu comprennent. Ta vie ne change pas en un instant spectaculaire, mais en une multitude de pensées entretenues au quotidien. Ce sont ces pensées, goutte après goutte, qui sculptent ton caractère, qui orientent tes choix, qui définissent tes actions. En choisissant la pensée positive, tu choisis une direction. Et tôt ou tard, cette direction mène vers des horizons plus lumineux que tu n'aurais osé imaginer. Alors, chaque matin, avant de te laisser emporter par le bruit du monde, rappelle-toi ce pouvoir. Il est en toi, il est gratuit et il est illimité. La pensée positive est ton arme secrète, ta clé de voûte, ton moteur intérieur. Tu peux décider aujourd'hui d'orienter ton esprit vers ce qui élève plutôt que ce qui détruit. Car au bout du compte, ta vie sera toujours le reflet de tes pensées dominantes. Si tu veux transformer ton existence, commence par transformer ton esprit. Le désir, point de départ de toute réussite. Il existe dans la vie une vérité universelle que peu de gens prennent vraiment au sérieux. Tout commence par le désir. Non pas un simple souhait passager, une envie légère qui s'évanouit à la moindre difficulté, mais un feu intérieur qui consume, une vision qui obsède l'esprit jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité tangible. Le désir est la semence de toute grande réalisation. Sans lui, aucune invention n'aurait vu le jour, aucune découverte n'aurait bouleversé le cours de l'histoire. Aucun homme ni aucune femme n'aurait surmonté les obstacles qui semblaient insurmontables. Le désir véritable n'est pas une idée fragile
que l'on caresse le temps d'un instant avant de la laisser s'éteindre. C'est une force indomptable qui pousse à agir, encore et encore, même lorsque tout semble perdu. C'est la voix intérieure qui dit « Continue », quand le monde entier crie « Abandonne ». C'est la conviction profonde que ce que l'on veut est non seulement possible, mais inévitable si l'on y consacre toute son énergie. Les grandes réussites de l'humanité ne sont pas nées du hasard ni de la chance, mais de la passion brûlante de ceux qui refusaient de laisser leurs rêves mourir. Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule parce qu'il avait une idée vague et agréable de lumière artificielle. Il avait le désir ardent de la porter au monde. Ce désir l'a porté à travers des milliers d'échecs, jusqu'au moment où la persévérance a fini par couronner ses efforts. Henry Ford n'a pas révolutionné l'industrie automobile parce qu'il s'ennuyait, mais parce qu'il désirait ardemment rendre l'automobile accessible à chaque foyer. Martin Luther King n'a pas conduit un mouvement historique parce qu'il y pensait de temps en temps. Son désir de liberté et de justice était si puissant qu'il a enflammé des millions d'âmes. Ce qui distingue un rêveur d'un bâtisseur, c'est l'intensité du désir. Beaucoup de gens rêvent d'une vie meilleure, d'une carrière brillante, d'un amour véritable ou d'une paix intérieure. Mais combien nourrissent ce rêve avec assez de passion pour franchir les murs de l'impossible? Le désir, lorsqu'il est entretenu, se transforme en obsession. Et c'est cette obsession qui pousse à agir de manière répétée, méthodique et créative, jusqu'à ce que la réalité s'accorde avec la vision. Le désir est comme une flamme. Si l'on ne l'alimente pas, elle s'éteint. Mais si l'on y verse l'huile de la foi, de l'imagination et de la discipline, elle devient un incendie qui éclaire le chemin même dans la nuit la plus sombre. Chaque obstacle, chaque échec, chaque rejet devient alors du combustible pour renforcer cette flamme, plutôt qu'une excuse pour l'éteindre. Mais il est important de distinguer le désir véritable des simples caprices. Le caprice est superficiel, passager, et s'évapore dès que l'effort devient trop grand. Le vrai désir, lui, résiste à l'épreuve du temps et se nourrit de chaque difficulté. Celui qui a un désir profond accepte de sacrifier le confort immédiat pour atteindre une vision plus grande. Il est prêt à échanger le plaisir facile du moment contre la satisfaction durable d'une victoire méritée. C'est pourquoi tout chemin vers la réussite commence par cette question. Que désires-tu vraiment? Pas ce que la société t'impose, pas ce que les autres attendent de toi, mais ce qui brûle dans ton cœur, ce qui t'empêcherait de dormir si tu ne l'accomplissais pas. La clarté de ce désir est essentielle. Plus il est précis, plus il attire les moyens, les ressources et les opportunités pour sa réalisation. La loi de l'attraction elle-même n'opère pas sans désir. Les pensées seules, sans émotion, n'ont pas de pouvoir créateur, mais un désir intense donne une couleur, une force et une direction à la pensée. Il attire vers lui les personnes, les idées et les circonstances qui convergent pour en faire une réalité. Quand on désire vraiment quelque chose, on devient sensible aux opportunités qui passeraient inaperçues aux yeux indifférents. Il faut comprendre que le désir n'est pas seulement une émotion, mais une énergie créatrice. Il ne se contente pas d'attendre, il pousse à agir. Celui qui désire ardemment apprendre une compétence pratique s'exerce chaque jour, même lorsqu'il échoue. Celui qui désire bâtir une entreprise se lève plus tôt, reste plus tard, et se relève après chaque chute. Celui qui désire transformer sa vie intérieure médite, prie, se discipline et refuse de se laisser abattre. Le désir est le moteur de la persévérance. Mais attention, le désir doit être pur et aligné avec des valeurs profondes. Un désir égoïste centré uniquement sur l'avidité, la domination ou la destruction finit toujours par se retourner contre celui qui le porte. Les plus grandes réussites sont toujours portées par des désirs qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à l'élévation d'autrui. C'est pourquoi les véritables bâtisseurs de destin ne cherchent pas seulement à s'enrichir ou à triompher pour eux-mêmes, mais à laisser un héritage, une trace qui élève la vie des autres. La puissance du désir ne peut être pleinement libérée que lorsqu'il est transformé en objectif clair et en plan d'action. Rêver sans agir, c'est s'illusionner. Mais désirer avec intensité puis poser chaque jour des gestes, même minuscules, pour se rapprocher de son rêve, c'est enclencher une mécanique implacable vers la réussite.
Chaque petit pas devient alors une preuve que le désir est réel, qu'il est vivant, qu'il est plus fort que la peur ou la paresse. Il faut aussi savoir que le désir attire des épreuves. Plus le rêve est grand, plus les obstacles le seront. C'est une loi universelle. La vie teste la sincérité du désir. Seul celui qui continue malgré les doutes, les échecs et les moqueries prouve qu'il mérite la victoire. Beaucoup abandonnent à la première résistance, mais ceux qui s'accrochent découvrent que l'obstacle n'était pas là pour les détruire, mais pour les fortifier. Lorsque l'on regarde en arrière, on réalise que les plus grandes bénédictions sont venues grâce à un désir si puissant qu'il nous a obligés à grandir au-delà de ce que nous pensions possible. C'est le désir qui transforme un individu ordinaire en leader, un rêveur en créateur, un survivant en vainqueur. Sans désir, la vie reste tiède, sans relief. Avec lui, elle devient une aventure extraordinaire. Le désir est donc la véritable étincelle de toute réussite. Il est ce feu sacré qui, lorsqu'il est entretenu, peut transformer une vie entière et même influencer des générations entières. La seule question est, es-tu prêt à écouter ce désir qui sommeille en toi, à le nourrir, à le protéger et à lui donner le droit de s'accomplir? Si la réponse est oui, alors tu tiens déjà entre tes mains le point de départ de toute réussite. La foi comme moteur invisible. Il existe dans la vie une force mystérieuse, intangible, qu'aucun instrument scientifique ne peut mesurer, mais dont les effets sont visibles dans toutes les grandes réussites humaines. La foi. Elle n'est ni un simple espoir fragile, ni une attente passive que les choses s'arrangent toutes seules. La foi est une conviction profonde, enracinée dans l'âme, qui pousse à agir comme si l'objectif était déjà accompli, même lorsque rien dans la réalité présente ne laisse présager sa réalisation. C'est ce moteur invisible qui propulse les individus au-delà de leurs limites, qui leur donne la force de continuer quand tout semble perdu et qui leur permet de voir au-delà du visible. La foi est bien plus qu'une croyance intellectuelle. Elle n'est pas une idée que l'on discute ou une hypothèse que l'on teste. Elle est une certitude intérieure, une voix silencieuse qui répète « c'est possible, avance, continue ». Elle agit comme une énergie créatrice qui transforme l'invisible en visible, le rêve en réalité. Elle permet d'agir avec assurance, alors même que le chemin est incertain, comme si un pont invisible se formait sous nos pas, à mesure que nous avançons. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus forts, ni les plus intelligents, mais ceux qui osent croire d'une manière si intense que leur croyance finit par sculpter la réalité autour d'eux. Lorsque l'on observe les grandes figures de l'histoire, toutes partagent ce point commun. Elles ont marché par la foi. Nelson Mandela n'a pas supporté des décennies d'emprisonnement grâce à une simple espérance, mais grâce à une foi indestructible dans la liberté de son peuple. Gandhi n'a pas tenu tête à un empire par la force des armes, mais par la foi absolue dans la puissance de la non-violence. Les bâtisseurs d'entreprises, les inventeurs, les artistes, les visionnaires n'auraient rien accompli sans cette foi intérieure qui leur donnait la certitude que leur idée méritait d'exister, même quand personne d'autre n'y croyait. La foi agit comme un levier intérieur. Là où la peur paralyse, elle libère. Là où le doute empêche d'agir, elle donne l'audace de tenter. Elle ne supprime pas les obstacles, mais elle transforme la manière dont on les affronte. Celui qui agit avec foi ne voit pas l'échec comme une fin, mais comme une étape vers le succès. Chaque difficulté devient un enseignement, chaque retard une préparation, chaque épreuve une purification. La foi donne une perspective plus vaste. Elle fait comprendre que même ce qui paraît injuste ou douloureux peut contribuer à un plan plus grand, invisible à nos yeux limités. Mais il faut comprendre que la foi n'est pas naïveté. Elle n'est pas l'illusion que tout viendra sans effort. Elle est au contraire la force qui donne le courage d'agir avec persistance. Elle pousse à travailler, à persévérer, à se relever après chaque chute. Elle donne une endurance que la logique seule ne peut fournir. Celui qui a la foi est capable de continuer quand tous les calculs rationnels lui disent que c'est impossible. Et c'est précisément cette persistance qui finit par ouvrir les portes. La foi est aussi contagieuse. Un seul individu qui croit profondément peut rallier des centaines d'autres. L'histoire regorge d'exemples où une poignée de personnes animées par une foi inébranlable ont transformé des nations entières. Cette force invisible se communique, inspire et élève.
Elle donne aux autres la permission de croire eux aussi, de s'autoriser à rêver et à agir. C'est pourquoi un leader n'est pas seulement celui qui a une vision, mais celui qui a la foi nécessaire pour la porter quand elle est encore invisible aux yeux du monde. Il existe un lien mystérieux entre la foi et la réalité. Quand on croit profondément en une chose, on commence à agir différemment. On prend des décisions plus audacieuses, on persévère plus longtemps, on attire des alliés et des opportunités qui auraient échappé à celui qui doutait. La foi agit comme un aimant qui attire ce dont on a besoin pour concrétiser son rêve. Ce qui semblait impossible devient possible simplement parce que l'on refuse d'accepter le contraire. Pourtant, beaucoup confondent foi et attente passive. Ils croient qu'il suffit de croire sans rien faire. Mais la véritable foi est toujours accompagnée d'action. Elle est une force vivante, pas une rêverie. Elle pousse à poser chaque jour un pas, même minuscule, dans la direction du rêve. C'est en marchant avec foi que les portes s'ouvrent. Celui qui attend que tout soit prêt avant de croire reste immobile. Celui qui croit d'abord voit l'invisible devenir visible à mesure qu'il avance. La foi est souvent éprouvée. Elle est testée dans le silence, dans l'attente, dans les moments où rien ne semble bouger. C'est dans ces moments-là qu'elle se renforce ou s'effondre. Les grands bâtisseurs ne sont pas ceux qui n'ont jamais douté, mais ceux qui ont choisi de croire malgré le doute. La foi est une décision renouvelée chaque jour, continuer à avancer, même sans preuve, même sans garantie. Et cette constance finit par sculpter une réalité à l'image de la vision. Ce moteur invisible n'est pas réservé à quelques élus. Il est en chacun de nous, mais il demande à être nourri. Il se nourrit de paroles positives, de pensées élevées, de gratitude, de méditation, de prière, d'actions alignées. Il se renforce quand on s'entoure de personnes qui croient elles aussi, et il s'affaiblit lorsqu'on se laisse submerger par le cynisme, la négativité et le doute ambiant. Cultiver sa foi, c'est cultiver la graine de toute réussite, car elle est ce qui fait naître la persévérance et la créativité. Le monde extérieur est souvent le reflet de ce que l'on croit au plus profond de soi. Ceux qui se voient comme vaincus finissent par vivre la défaite. Ceux qui se voient comme capables, même au milieu des tempêtes, finissent par triompher. La foi change la perception de soi, et donc la manière dont on interagit avec la vie. Elle donne la capacité de voir, non pas ce qui est, mais ce qui peut être, et d'agir comme si c'était déjà en route. Au fond, la foi est le moteur invisible parce qu'elle précède toujours la manifestation. Avant qu'une maison soit construite, il faut croire qu'elle peut l'être. Avant qu'un rêve prenne forme, il faut croire qu'il est possible. Avant qu'une guérison s'accomplisse, il faut croire que le corps peut se relever. Tout dans la vie naît d'abord dans l'invisible, et c'est la foi qui en ouvre la porte. Lorsque l'on regarde la vie à travers ce prisme, on comprend que rien n'est vraiment impossible. Les limites que l'on perçoit sont souvent celles que l'on a acceptées. Mais celui qui ose croire, vraiment croire, découvre que la vie répond à cette audace par des miracles inattendus. Le chemin n'est pas toujours facile, mais il est guidé par une force plus grande que nous. Et cette force, bien qu'invisible, est le moteur le plus puissant de toute transformation. Ainsi, la foi demeure le socle sur lequel se bâtissent les victoires les plus durables. Elle est la lumière qui éclaire dans l'obscurité, le souffle qui maintient debout quand les forces semblent épuisées, l'étincelle qui rallume le courage quand tout paraît perdu. Celui qui choisit de marcher avec elle ne marche jamais seul, car il est porté par une énergie invisible mais infiniment réelle. Et c'est cette énergie qui transforme les simples hommes en conquérants, les rêveurs en bâtisseurs et les impossibles en réalité tangible. L'autosuggestion est la reprogrammation du mental. L'esprit humain est semblable à un champ fertile. Il accepte ce que l'on y plante sans jugement. Semez-y la peur, le doute, la résignation, et il fera pousser l'herbe sauvage de l'échec. Semez-y la confiance, la vision, la détermination, et il donnera les fruits abondants de la réussite. Ce champ ne peut rester vide. Il doit être travaillé, entretenu, orienté. Et l'outil le plus puissant dont dispose l'homme pour labourer son esprit est l'autosuggestion. L'autosuggestion n'est pas une formule magique ni une illusion mystique. C'est une méthode de conditionnement volontaire, un processus par lequel l'individu, en répétant consciemment des pensées, des affirmations ou des images mentales,
finit par influencer son subconscient et transformer sa réalité. Le subconscient, cet espace profond où se logent nos croyances et nos habitudes, n'a pas la capacité de juger ou de raisonner comme le conscient. Il ne distingue pas le vrai du faux, le possible de l'impossible. Il enregistre, il absorbe, il obéit. Ainsi, en lui envoyant de manière constante des messages positifs et orientés vers la réussite, on finit par créer en soi une nouvelle identité, de nouvelles certitudes, et donc de nouvelles actions. Depuis des millénaires, les sages et les philosophes ont compris que l'homme devient ce qu'il pense de lui-même. Les religions l'ont enseigné sous diverses formes, les psychologues modernes l'ont confirmé, et les entrepreneurs qui réussissent le pratiquent instinctivement. L'autosuggestion est le langage secret que l'on utilise pour parler à son subconscient. Répéter des affirmations n'est pas un acte vain, à condition d'y mettre deux ingrédients essentiels, l'émotion et la conviction. Car ce n'est pas la répétition mécanique qui transforme, mais la répétition chargée d'une croyance profonde. Un homme qui se lève chaque matin en se disant « Je suis destiné à échouer, je n'y arriverai jamais », transmet à son subconscient une injonction destructrice. Peu à peu, son esprit acceptera cette idée comme une vérité absolue, et toutes ses actions conscientes ou inconscientes iront dans le sens de cette prophétie. À l'inverse, celui qui nourrit son esprit d'affirmations constructives comme « Je suis capable, je mérite la réussite, je vais accomplir mon objectif », prépare son subconscient à coopérer avec ses désirs. Ce processus crée une vibration intérieure qui finit par attirer les circonstances, les opportunités et les personnes alignées avec cette croyance. Mais il serait naïf de croire que l'autosuggestion se limite à réciter des phrases positives devant un miroir. Elle est bien plus subtile et profonde. C'est l'art d'orienter constamment ses pensées, de surveiller son dialogue intérieur, de transformer chaque peur en vision de victoire. Chaque fois que l'esprit conscient accepte une idée et la répète avec intensité, elle descend dans le subconscient et y prend racine. Ce qui, hier encore, semblait une simple répétition, devient demain une certitude, puis une habitude, et enfin une réalité. Il existe un phénomène psychologique remarquable. L'esprit finit toujours par chercher des preuves de ce qu'il croit. Si vous vous persuadez que vous êtes destiné à échouer, vous verrez des signes d'échec partout et vous ignorerez les opportunités qui pourraient vous mener à la victoire. Mais si vous vous persuadez que vous êtes capable de réussir, votre esprit détectera instinctivement les occasions, attirera les personnes, trouvera des solutions que vous n'auriez jamais remarquées auparavant. Ainsi, l'autosuggestion agit comme un filtre qui détermine la façon dont vous percevez le monde et comment vous interagissez avec lui. La reprogrammation du mental ne se fait pas en un jour. Elle demande constance, discipline et patience. Tout comme un muscle doit être entraîné quotidiennement pour se renforcer, l'esprit doit être nourri chaque jour de pensées alignées avec vos aspirations. C'est dans la répétition régulière, dans la persistance à répéter ce que vous voulez devenir, que se produit la transformation. Ceux qui abandonnent au bout de quelques jours ou quelques semaines disent souvent que cela ne fonctionne pas, sans comprendre que leur subconscient n'a pas eu le temps de s'imprégner suffisamment du nouveau langage. Les habitudes mentales que vous entretenez depuis des années ne disparaissent pas instantanément. Elles résistent, elles cherchent à revenir, elles testent votre détermination. Mais chaque fois que vous répétez vos affirmations, chaque fois que vous visualisez votre réussite avec émotion, vous creusez un sillon plus profond dans votre subconscient, jusqu'à ce que cette nouvelle croyance devienne votre norme. Il est essentiel d'associer à l'autosuggestion l'image mentale de votre objectif. Les mots seuls peuvent perdre leur force s'ils ne sont pas accompagnés d'une vision claire. Imaginez votre succès avec autant de détails que possible. Sentez l'émotion de l'accomplissement. Voyez-vous en train de vivre ce que vous désirez. Le subconscient est sensible aux images et aux émotions, bien plus qu'aux mots vides. En mêlant affirmation et visualisation, vous créez une expérience intérieure si forte que votre esprit commence à agir comme si elle était déjà réalisée. Un exemple concret illustre la puissance de ce mécanisme. Un homme peut se répéter chaque jour « Je suis en bonne santé, je suis fort et plein d'énergie », tout en adoptant progressivement les habitudes qui confirment cette croyance. Il mangera mieux,
il bougera davantage, il se reposera avec discipline, parce que son subconscient, programmé pour la santé, orientera ses choix en ce sens. À l'inverse, celui qui répète sans cesse « je suis malade, je suis fragile », verra son corps refléter peu à peu ce langage destructeur. Ainsi, l'autosuggestion n'est pas une simple illusion, mais une force psychologique capable d'orienter le comportement. Et comme le comportement détermine les résultats, elle devient une clé incontournable de toute réussite. La société moderne regorge de distractions, de messages négatifs, de voix extérieures qui cherchent à nous imposer leurs croyances limitantes. La véritable liberté mentale consiste à devenir le maître de son langage intérieur, à choisir délibérément ce que l'on veut croire et répéter, plutôt que de subir les suggestions du monde. Chaque individu a le choix de s'auto-suggérer la peur ou le courage, la pauvreté ou l'abondance, l'échec ou la réussite. Le subconscient ne refuse rien. Il prend ce qu'on lui donne et le transforme en expérience vécue. Il ne connaît pas la différence entre une affirmation constructive et une pensée destructrice. Il obéit simplement. C'est pourquoi la vigilance est nécessaire. L'autosuggestion consciente n'est pas seulement un outil pour programmer le succès, c'est aussi une protection contre les influences négatives qui polluent l'esprit. Avec le temps, l'autosuggestion devient une seconde nature. Vous n'avez plus besoin de lutter contre vos anciennes croyances, car vos nouvelles certitudes dominent. Votre subconscient devient votre allié le plus fidèle, travaillant jour et nuit à attirer vers vous ce que vous avez choisi de croire. Ce n'est pas une promesse abstraite, mais une loi mentale universelle, observée dans toutes les grandes réussites de l'histoire. En définitive, l'autosuggestion est l'art de parler à soi-même avec intention, de choisir les graines que l'on plante dans son esprit, de construire intérieurement le futur que l'on désire voir s'accomplir extérieurement. C'est la passerelle entre le désir et la réalisation, entre la foi et l'action. Celui qui maîtrise cet art devient véritablement l'architecte de sa destinée. La connaissance spécialisée, la simple accumulation d'informations générales ne conduit pas à la réussite. Un homme peut lire des centaines de livres, connaître des milliers de faits, réciter des statistiques ou briller dans des conversations mondaines, et pourtant demeurer pauvre, insatisfait et sans influence. La véritable puissance ne réside pas dans la masse indistincte de connaissances, mais dans l'art de concentrer un savoir précis sur un objectif déterminé. La connaissance spécialisée, appliquée avec intelligence et persévérance, est la clé qui ouvre les portes du progrès. Il ne suffit pas de savoir, il faut savoir utiliser. L'histoire regorge d'individus érudits qui, malgré leurs compétences académiques, n'ont laissé aucune trace durable. À l'inverse, elle regorge aussi d'hommes et de femmes qui, sans avoir fréquenté les plus grandes universités, ont bâti des empires, transformé des industries et changé le destin de nations, simplement parce qu'ils avaient compris la valeur de la spécialisation. La connaissance générale est comme une rivière qui s'étend en largeur, mais manque de profondeur. Elle nourrit la curiosité, mais ne déplace pas les montagnes. La connaissance spécialisée est un fleuve concentré, puissant, capable de générer de l'énergie et de sculpter la roche. Dans toute quête de réussite, il existe un moment où l'individu doit cesser de disperser ses efforts et choisir une direction précise. La société moderne valorise ceux qui deviennent maîtres dans un domaine, ceux dont l'expertise ne peut être remplacée ni imitée facilement. Le monde ne paie pas pour ce qui est vague et commun, mais pour ce qui est rare et ciblé. Le médecin spécialisé dans une branche particulière de la chirurgie, l'ingénieur qui maîtrise une technologie complexe, l'artiste qui développe une signature unique, l'entrepreneur qui connaît intimement son marché, tous tirent leur pouvoir de leur spécialisation. Mais il ne s'agit pas seulement d'accumuler des compétences techniques. La connaissance spécialisée est vivante, dynamique, orientée vers l'action. Elle n'est pas un amas figé de faits, mais une compréhension profonde qui s'adapte, se renouvelle, s'enrichit au contact de l'expérience. Elle devient précieuse lorsqu'elle est dirigée vers un but concret. Un savoir sans application n'est qu'un fardeau supplémentaire pour l'esprit, mais un savoir utilisé pour résoudre un problème, améliorer une vie ou créer une opportunité se transforme en pouvoir. Un autre aspect essentiel
est que nul n'est obligé de posséder en soi toutes les connaissances spécialisées nécessaires à sa réussite. L'homme sage sait s'entourer de ceux qui détiennent l'expertise qu'il n'a pas. L'histoire des grandes réussites montre que beaucoup de leaders n'étaient pas eux-mêmes experts dans la technique ou la science qui sous-tendaient leur succès. Ils avaient cependant la capacité de reconnaître la valeur d'un savoir spécialisé, de l'organiser, de le diriger et de l'appliquer à une vision. Ainsi, la connaissance spécialisée ne doit pas nécessairement être détenue individuellement, mais elle doit être mobilisée efficacement. Ceux qui réussissent comprennent que la spécialisation n'est pas une prison mais une clé. Elle ne limite pas, elle ouvre. En se consacrant à une branche spécifique, on crée une valeur que le monde recherche, mais cette valeur doit être constamment entretenue. Les connaissances spécialisées s'usent si elles ne sont pas renouvelées, car le monde évolue. Une compétence qui hier garantissait le succès peut demain devenir obsolète. C'est pourquoi l'homme qui veut progresser doit considérer l'apprentissage comme une quête sans fin. La spécialisation ne signifie pas se figer, mais approfondir toujours davantage. Il faut également distinguer entre la connaissance spécialisée et l'expérience vécue. La théorie seule n'a jamais produit de grands résultats. Celui qui accumule des diplômes, mais ne met pas ses savoirs à l'épreuve de la réalité, reste prisonnier de l'abstraction. La véritable spécialisation se forge dans l'action, dans l'application répétée et corrigée, dans la confrontation avec les obstacles réels. C'est en expérimentant que l'on transforme la connaissance en sagesse et que l'on développe des compétences uniques. Un autre point crucial est que la connaissance spécialisée doit être orientée vers le service. Celui qui accumule du savoir uniquement pour sa gloire personnelle finit par stagner. Mais celui qui concentre son expertise dans le but de résoudre des problèmes pour les autres, d'apporter des solutions, d'élever la société, celui-là trouve des débouchés infinis à son savoir. La prospérité découle toujours de l'utilité, et l'utilité est le fruit d'une spécialisation au service du bien commun. Il convient aussi de reconnaître que la connaissance spécialisée n'est pas toujours académique. Les plus grands chefs d'entreprise, les inventeurs, les leaders, n'ont pas tous fréquenté les bancs de l'université. Certains ont acquis leur expertise dans l'atelier, dans les rues, au contact direct du terrain. Ce qui importe n'est pas le lieu ni le mode d'apprentissage, mais la profondeur et la pertinence du savoir acquis. Une connaissance spécialisée forgée par l'expérience peut être aussi, voire plus puissante, que celle acquise dans les livres. La société d'aujourd'hui offre d'innombrables moyens d'acquérir cette spécialisation. L'accès au savoir n'a jamais été aussi large. Mais ce qui distingue les véritables bâtisseurs de destinée, c'est leur capacité à transformer ce savoir en compétences rares et recherchées. Un océan d'informations est inutile à celui qui ne choisit pas un chemin précis pour en extraire l'essence. L'homme qui décide de se spécialiser s'élève, car il devient une référence, une autorité, une source incontournable dans son domaine. Ainsi, la connaissance spécialisée n'est pas seulement une accumulation de faits, mais une force organisée, dirigée et appliquée à un but précis. Elle est l'allié de la détermination, la compagne de la foi, le prolongement du désir et le moteur de l'action. Celui qui la cultive ne dépend plus du hasard ni de la chance, car il a forgé une compétence qui attire naturellement les opportunités. Dans le grand édifice de la réussite, elle est la pierre angulaire qui donne stabilité et valeur à tous les autres efforts. L'imagination, l'atelier de l'esprit. Tout ce que l'homme a créé dans le monde visible est né d'abord dans l'invisible. Chaque invention, chaque chef-d'œuvre, chaque grande entreprise n'a pas commencé avec des outils, des matériaux ou des ressources, mais avec une étincelle dans l'esprit d'un individu. Cette étincelle porte un nom, l'imagination. C'est dans cet espace subtil et pourtant infiniment puissant que résident les germes de toutes les réussites humaines. L'imagination est véritablement l'atelier de l'esprit, le lieu secret où se forgent les images, les concepts, les stratégies et les rêves qui deviendront un jour des réalités tangibles. Sans imagination, il n'existe pas de progrès, pas de transformation, pas de victoire durable. L'imagination n'est pas seulement un talent réservé aux artistes ou aux rêveurs, elle est une faculté universelle que chacun possède et qu'il peut développer. Mais comme tout outil précieux, elle peut être sous-utilisée ou mal employée.
L'esprit humain a la capacité extraordinaire de construire des images mentales, de combiner des idées existantes, d'explorer des chemins inconnus et de donner naissance à des visions nouvelles. C'est pourquoi il est dit que les hommes de génie ne sont pas seulement ceux qui savent, mais surtout ceux qui imaginent. L'imagination permet de voir au-delà de ce qui est, pour entrevoir ce qui peut être. Il existe deux formes principales d'imagination. La première est l'imagination dite synthétique, qui consiste à réorganiser et à combiner les connaissances, les expériences et les idées déjà existantes afin de produire quelque chose de nouveau. C'est cette forme qui permet à l'entrepreneur de trouver des solutions à des problèmes complexes, à l'inventeur d'améliorer une technologie existante ou encore à l'écrivain de créer une histoire en puisant dans les expériences humaines universelles. La seconde est l'imagination créatrice, plus rare et plus puissante, qui semble puiser dans une source infinie d'inspiration au-delà de la simple expérience personnelle. Elle donne accès à des idées originales, des intuitions fulgurantes et des visions qui dépassent le cadre du connu. Cette forme d'imagination est souvent décrite comme une connexion à une intelligence supérieure, une dimension spirituelle qui inspire ceux qui savent s'y ouvrir. C'est dans cette capacité de créer mentalement, avant de réaliser matériellement, que réside le secret des grandes réussites. Chaque empire, chaque entreprise florissante, chaque découverte scientifique a commencé par un plan invisible. L'imagination transforme l'intangible en concret, l'invisible en visible, le rêve en matière. Un homme qui cultive son imagination possède une richesse illimitée, car il détient la clé pour donner forme à ses aspirations. Là où les autres voient des obstacles, lui entrevoit des solutions. Là où les autres voient des limites, il imagine des possibilités. Mais l'imagination ne travaille pas seule, elle doit être nourrie par le désir ardent et soutenue par la foi. Un rêve né dans l'imagination mais abandonné faute de conviction n'ira jamais au-delà du stade de simple fantaisie. Il faut croire à la vision qu'on porte en soi et l'entretenir chaque jour comme une flamme. L'imagination, lorsqu'elle est couplée à une discipline mentale, devient une arme redoutable. Elle permet de concevoir des plans précis, d'élaborer des stratégies claires et de donner une direction concrète à des aspirations parfois confuses. L'homme qui ignore son imagination vit dans un monde limité, rétréci aux seules réalités qu'il peut toucher ou mesurer. Mais celui qui ouvre son esprit à cette faculté entre dans une dimension plus vaste. Il devient architecte de son avenir, bâtisseur d'un univers qui n'existait pas encore. L'histoire abonde d'exemples de ces esprits visionnaires qui, grâce à leur imagination, ont changé la face du monde. Que ce soit les inventeurs comme Edison, les leaders comme Gandhi ou les créateurs comme Léonard de Vinci, tous ont puisé dans cet atelier invisible pour modeler le réel. Cependant, l'imagination peut être une bénédiction ou une malédiction. Mal utilisée, elle engendre des peurs, des illusions destructrices et des scénarios d'échecs qui paralysent l'action. Nombreux sont ceux qui se sabotent eux-mêmes en laissant leur imagination créer des images de catastrophes, de rejet ou de misère. Ils vivent dans une prison mentale forgée par des pensées négatives, incapables de voir au-delà de leurs limitations. L'imagination doit donc être disciplinée et orientée vers des visions constructives. C'est un outil qui exige vigilance et maîtrise. Comme une épée tranchante, elle peut protéger ou blesser, élever ou détruire. Pour développer une imagination féconde, il faut cultiver certains états d'esprit. Le silence et la méditation ouvrent des portes insoupçonnées, car l'esprit apaisé est plus réceptif aux intuitions profondes. La lecture, les expériences nouvelles, la curiosité et l'observation attentive nourrissent également l'imagination en lui fournissant des matériaux bruts à transformer. Mais plus que tout, c'est la pratique consciente de visualiser des objectifs précis, de voir clairement dans son esprit ce que l'on désire accomplir, qui rend l'imagination opérationnelle et efficace. L'atelier de l'esprit est un lieu sacré. C'est là que se décident les destins, que se dessinent les victoires et que s'élaborent les grandes entreprises. Chaque pensée qui y est forgée a le pouvoir de se matérialiser, à condition d'être soutenue par la foi, l'effort et la persévérance. L'homme qui prend au sérieux la puissance de son imagination devient maître de son avenir, car il comprend que rien n'existe réellement tant que l'esprit ne l'a pas d'abord conçu. Ainsi,
L'imagination n'est pas une fantaisie, mais une nécessité. Elle est la source de toute innovation, de toute croissance et de toute réussite durable. Elle n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés, mais une faculté que chacun doit apprendre à cultiver avec soin et discipline. C'est dans cet atelier invisible que l'on prépare les plus grandes victoires de la vie. Et celui qui ose rêver grand, qui ose voir au-delà du présent, qui ose imaginer l'impossible, finit toujours par transformer ses visions en réalité. La décision et la persévérance. Il existe un moment décisif dans la vie de chaque être humain où la pensée cesse d'être une simple idée pour devenir une volonté inébranlable. C'est ce moment où l'on prend une véritable décision, ferme et irréversible. Beaucoup d'hommes et de femmes échouent non pas parce qu'ils manquent de talent ou de ressources, mais parce qu'ils ne savent pas décider. Ils hésitent, tergiversent, doutent, reportent toujours au lendemain ce qui pourrait transformer leur existence. Pourtant, le pouvoir de la décision est immense. C'est elle qui ouvre les portes, qui déclenche les forces invisibles, qui donne le signal à l'univers que l'on est prêt à recevoir et à agir. Sans décision claire, tout projet demeure une simple illusion suspendue dans l'air. Décider ne signifie pas seulement choisir une option parmi d'autres. Décider, c'est couper définitivement les ponts avec l'hésitation. C'est brûler les navires derrière soi pour s'assurer qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. L'histoire est remplie d'hommes qui ont changé leur destin en une seule décision radicale. Mais cette décision n'aurait pas eu de sens sans la persévérance qui l'accompagne. Car la décision est la semence, mais la persévérance en est l'arrosage quotidien. L'un sans l'autre ne mène à rien. Beaucoup prennent des décisions sous l'impulsion d'un enthousiasme passager, mais abandonnent dès que surgissent les premières difficultés. Ils ne comprennent pas que l'adversité fait partie du chemin, qu'elle est la preuve même que la décision a été véritable. La persévérance, c'est la capacité de maintenir son cap malgré les vents contraires, de continuer d'avancer même lorsque tout semble s'effondrer autour de soi. Elle est la qualité qui distingue ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Chaque grande réussite dans ce monde est l'histoire d'une persévérance indomptable. Les génies ne sont pas nécessairement ceux qui ont les idées les plus brillantes, mais ceux qui refusent d'abandonner. Ils tombent, se relèvent, recommencent encore et encore, jusqu'à ce que la victoire leur appartienne. La persévérance transforme les défaites temporaires en leçons et les obstacles en tremplins. Elle fait de l'échec un simple détour, et non une fin. Il faut comprendre que la décision véritable n'existe pas sans engagement total. Celui qui décide vraiment ferme la porte à toutes les excuses et à toutes les échappatoires. Il se donne corps et âme à son objectif. Il ne dit pas « j'essaierai ». Il dit « je réussirai ou je mourrai en essayant ». Ce degré d'engagement attire une énergie particulière, une force que seuls connaissent ceux qui ont brûlé toute possibilité de retour. C'est pourquoi les grands leaders et les bâtisseurs de destinée insistent tant sur l'importance de la décision ferme, suivie d'une persévérance sans faille. La persévérance n'est pas seulement une endurance passive, mais une action continue, renouvelée chaque jour. C'est la discipline qui pousse à faire encore un pas supplémentaire, même lorsque la fatigue ou le découragement se font sentir. Elle est souvent invisible aux yeux des autres, mais elle construit en silence des victoires éclatantes. Celui qui persévère finit toujours par trouver des opportunités inattendues, car l'univers finit par céder devant la détermination d'un homme qui refuse d'abandonner. Il est vrai que la route est rarement facile. Les plus grands obstacles surgissent souvent juste avant la victoire. Beaucoup abandonnent à ce moment crucial, à quelques pas seulement de la réussite. Ils ne savent pas que la persévérance agit comme une clé finale, celle qui ouvre la dernière porte. C'est souvent dans les instants de désespoir, lorsque tout semble perdu, que se prépare la percée la plus spectaculaire. Ceux qui tiennent bon, malgré les larmes, malgré les pertes, malgré les blessures, finissent par récolter une moisson abondante. La décision et la persévérance sont deux faces d'une même médaille. Décider sans persévérer n'est qu'un feu de paille. Persévérer sans décider est une errance sans but. Mais ensemble, elles forment une puissance invincible. Un homme qui a décidé et qui persévère est comme un rocher au milieu de la tempête, rien ne peut l'ébranler. Chaque jour, il avance, même d'un pas infime, mais jamais il ne recule.
sa détermination finit par façonner la réalité elle-même. Il faut donc apprendre à décider rapidement mais sagement et à tenir ses décisions avec une ténacité implacable. Les hésitations prolongées détruisent l'élan intérieur. Elles ouvrent la porte aux doutes et aux influences extérieures. Une fois la décision prise, elle doit être protégée comme un trésor. Rien ni personne ne doit avoir le pouvoir de la détourner. Et plus encore, il faut persévérer avec joie, car la persévérance n'est pas une souffrance, elle est la preuve que l'on croit réellement en son but. Ainsi, le secret des grands triomphes ne réside pas seulement dans l'intelligence ou la chance, mais dans cette combinaison sacrée, décider et persévérer. Ceux qui possèdent cette double force deviennent maîtres de leur destin, car ils savent qu'aucune montagne n'est trop haute pour celui qui refuse d'abandonner. La décision trace le chemin, la persévérance le parcourt jusqu'au bout. Et au bout, il n'y a pas seulement la victoire matérielle, mais aussi la transformation intérieure, la certitude d'avoir tenu bon et d'être allé jusqu'au bout de soi-même. Le pouvoir du mastermind. L'histoire de l'humanité a toujours été marquée par la rencontre d'esprits qui, en s'unissant, ont créé des œuvres que nul individu seul n'aurait pu accomplir. Derrière les grandes découvertes, les entreprises florissantes, les révolutions culturelles et les innovations qui ont transformé le monde, il y a toujours eu une synergie, un cercle d'influence, où les idées se nourrissent et s'amplifient mutuellement. C'est cette dynamique particulière qu'on appelle le pouvoir du mastermind. Il ne s'agit pas simplement d'une réunion de personnes, ni d'un échange d'opinions éparses, mais d'une véritable alchimie mentale, où l'intelligence collective transcende les limites individuelles. Lorsqu'un individu s'isole, il peut certainement développer sa réflexion, sa créativité et son énergie. Mais il reste prisonnier de ses propres croyances, de ses biais inconscients et de ses habitudes mentales. Il voit le monde à travers ses propres filtres et cela limite ses perspectives. En revanche, lorsqu'il se connecte à d'autres esprits animés par une même vision ou un objectif commun, il ouvre une porte vers un champ beaucoup plus vaste. L'association d'idées, la confrontation constructive, la diversité des expériences et des compétences forment une source inépuisable d'énergie créatrice. On pourrait dire que chaque membre apporte une pièce du puzzle et qu'ensemble, ils composent une image plus grande et plus complète que celle que chacun aurait pu assembler seul. Le principe du mastermind repose sur une vérité simple mais profonde. Deux esprits qui s'unissent créent une troisième force immatérielle, plus grande que la somme de leurs capacités individuelles. C'est comme si, en se reliant, ils faisaient naître une conscience supérieure qui guide leurs réflexions et stimule leurs actions. Cette énergie subtile se traduit souvent par des éclairs d'intuition, des solutions inattendues, des stratégies audacieuses qui semblent apparaître comme par magie. En réalité, ce n'est pas de la magie, mais le résultat naturel de la mise en commun des ressources mentales. Dans la poursuite d'un grand projet ou d'une ambition personnelle, s'entourer d'un cercle de confiance devient alors une nécessité. Trop souvent, on pense que la réussite est le fruit d'une volonté solitaire, d'un héroïsme individuel. Pourtant, les figures les plus admirées de l'histoire avaient toutes derrière elles un réseau invisible de conseillers, d'amis, de collaborateurs qui les soutenaient, les inspiraient ou les corrigeaient. Un génie isolé peut briller, mais il s'éteint plus vite qu'un collectif soudé qui entretient en permanence l'étincelle. Le mastermind n'est pas une simple alliance utilitaire. Il repose sur un climat de confiance, de loyauté et de respect mutuel. Chacun doit se sentir libre de partager ses idées, même imparfaites, sans crainte d'être jugé ou rejeté. Ce climat favorise la circulation fluide de la pensée et permet à des intuitions fragiles de se transformer en concepts robustes. Dans ce cadre, les critiques ne sont pas des attaques, mais des outils pour affiner et renforcer la vision collective. La sincérité et la bienveillance deviennent donc des piliers indispensables, car sans elles, l'énergie créative s'éteint et le groupe se réduit à un échange superficiel. Le pouvoir du mastermind agit également sur la motivation et la persévérance. Chacun connaît ses moments de doute, où la fatigue, la peur de l'échec ou l'isolement semblent insurmontables. Dans ces instants, la force d'un groupe peut faire toute la différence. Un mot d'encouragement,
un rappel de la vision commune, un partage d'expériences vécues suffisent à raviver la flamme vacillante. Là où un individu seul aurait abandonné, l'appartenance à un cercle fort pousse à continuer, car on ne veut pas décevoir les autres, et l'on puise de la force dans leur détermination. C'est une dynamique psychologique profonde qui multiplie les chances de succès. Un autre aspect essentiel du mastermind est la complémentarité des compétences. Personne ne détient toutes les connaissances nécessaires pour atteindre un grand objectif. Chacun excelle dans un domaine précis, possède une expérience unique, a développé une intuition particulière. Lorsqu'on met ensemble un stratège, un créatif, un technicien, un communicant et un organisateur, on obtient une structure beaucoup plus puissante qu'un seul individu essayant de porter tous ses rôles à la fois. Le génie du mastermind est donc de transformer la diversité en richesse, de transformer les différences en une force cohérente. Ce processus n'est pas toujours facile. Il exige de l'humilité, car il faut accepter que d'autres puissent voir ce que nous ne voyons pas, ou proposer une idée meilleure que la nôtre. Il exige aussi de la discipline, car un groupe peut facilement se disperser, si chacun poursuit son intérêt personnel au lieu de servir la vision commune. Mais lorsque l'équilibre est trouvé, les résultats dépassent de loin les efforts investis. On découvre alors que le temps consacré à ces échanges n'est pas une perte, mais un multiplicateur de productivité et d'inspiration. Le mastermind ne se limite pas à des réunions physiques. Il peut s'exprimer dans une correspondance régulière, dans des discussions virtuelles, dans des collaborations à distance. Ce qui compte, ce n'est pas le format, mais l'intensité de la connexion et la clarté de l'objectif partagé. À chaque fois que deux ou plusieurs esprits s'alignent dans une même direction, le courant de cette énergie collective circule et produit ses fruits. Il existe également un effet plus subtil, presque spirituel, qui se manifeste dans le cadre d'un mastermind authentique. Lorsqu'un groupe se réunit dans une intention pure, avec sincérité et concentration, une sorte de champ invisible semble envelopper la rencontre. Les participants sortent souvent de ces échanges avec une sensation d'élévation, comme s'ils avaient touché une source supérieure. Certains parlent d'intuition, d'inspiration, de guidance intérieure. D'autres y voient simplement le fruit de la stimulation mentale et émotionnelle. Quelle que soit l'explication, le résultat est le même. Le groupe devient un catalyseur d'évolution personnelle et collective. On pourrait croire que ce principe est réservé aux grandes entreprises, aux ambitieux projets entrepreneuriaux ou aux leaders d'exception. Mais en réalité, chacun peut tirer profit de ce pouvoir. Un cercle d'amis partageant une passion commune, des étudiants travaillant ensemble sur un sujet, des familles unies autour d'un rêve collectif, tout cela peut devenir un mastermind. La clé réside dans l'intention, dans l'engagement sincère, à s'entraider et à s'élever ensemble. Ce pouvoir a aussi une dimension pratique très concrète. Les idées générées dans un groupe permettent de résoudre des problèmes plus rapidement, d'éviter des erreurs coûteuses, d'accéder à des ressources insoupçonnées. Là où une personne seule tâtonnerait pendant des années, un groupe peut trouver la solution en quelques semaines. La mise en commun des réseaux, des compétences et des expériences devient un accélérateur fulgurant. En fin de compte, le pouvoir du mastermind nous rappelle une vérité profonde. Nous ne sommes pas faits pour avancer seuls. L'indépendance est une force, mais la coopération est une puissance. Chaque grande réalisation humaine est le fruit d'une alliance parfois visible, parfois secrète, mais toujours réelle. Celui qui comprend ce principe et qui choisit de s'entourer intelligemment décuple sa capacité à créer, à persévérer et à réussir. Le mastermind n'est pas seulement une stratégie, c'est une philosophie de vie. C'est la reconnaissance que la richesse véritable naît du partage, que la grandeur individuelle se déploie pleinement dans la collaboration et que l'avenir appartient à ceux qui savent unir leurs forces. Ainsi, chaque fois que l'on s'engage dans un cercle de confiance, que l'on participe à l'élévation d'autrui tout en recevant en retour, on active une loi universelle de croissance. Le succès devient alors inévitable, car il n'est plus porté par un seul esprit, mais par une force collective qui transcende toutes les limites. Transformer l'adversité en opportunité. La vie n'épargne personne. Chacun, à un moment ou à un autre, se retrouve confronté à des épreuves qui semblent insurmontables. L'adversité prend 1000 visages. Pertes financières, trahison, maladie,
Échec professionnel, humiliation publique, solitude profonde. Elle frappe sans prévenir, et souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Mais ce qui distingue ceux qui s'élèvent de ceux qui s'effondrent, ce n'est pas la nature de l'épreuve, mais la manière dont ils choisissent d'y répondre. Transformer l'adversité en opportunité est une capacité que possèdent ceux qui comprennent que chaque obstacle contient en lui-même une semence de croissance et de transformation. Lorsque l'épreuve surgit, la réaction instinctive est la résistance ou le découragement. L'esprit se révolte, le cœur s'alourdit et tout semble s'écrouler. Pourtant, il existe un choix silencieux qui peut tout changer. Décider de voir dans cette difficulté non pas une fin, mais un début, non pas une condamnation, mais un enseignement. Chaque revers de la vie contient un message voilé, une leçon précieuse qui, une fois intégrée, devient une source de force. C'est précisément au cœur de la tempête que se forgent les hommes et les femmes capables de briller d'un éclat que les conditions faciles ne produisent jamais. On raconte que les diamants naissent sous des pressions colossales et que l'acier le plus solide passe par le feu avant d'acquérir sa résistance. Il en va de même pour l'être humain. Sans pression, sans feu, sans lutte, il demeure fragile et vulnérable. L'adversité agit comme un forgeron invisible qui sculpte le caractère, polit la volonté et révèle des ressources intérieures insoupçonnées. L'individu qui n'a jamais connu la difficulté reste souvent dans l'illusion de ses propres forces. Celui qui a affronté l'épreuve et s'en est relevé sait réellement de quoi il est capable. Transformer l'adversité en opportunité commence donc par un changement de perception. Là où la plupart voient un mur, certains discernent une porte dissimulée. Ce n'est pas la réalité extérieure qui change, mais la manière de l'interpréter. Une faillite peut devenir le terrain fertile d'une renaissance entrepreneuriale plus audacieuse. Une trahison peut révéler la nécessité de revoir ses relations et d'apprendre à discerner davantage. Une maladie peut amener à repenser ses priorités et à embrasser un mode de vie plus authentique et plus sain. Chaque souffrance cache une possibilité de réorientation, une chance de se redéfinir et d'aller plus loin. Mais cette transformation n'est pas instantanée. Elle demande du courage car l'adversité met à nu nos faiblesses et ébranle nos certitudes. Elle exige aussi de la patience car les fruits de l'épreuve ne se révèlent pas immédiatement. Parfois, il faut traverser de longues nuits avant d'apercevoir la première lueur de l'aube. Durant ce processus, la foi joue un rôle essentiel. Foi en soi, foi en la vie, foi en l'idée que rien n'arrive par hasard et que chaque expérience, même douloureuse, contient une parcelle de sagesse. Celui qui choisit d'affronter son épreuve plutôt que de la fuir découvre qu'il développe une nouvelle forme de vision. Il apprend à voir au-delà de la douleur immédiate, à percevoir les opportunités invisibles que la difficulté recèle. Il se forge également une résilience qui devient un atout inestimable dans toutes les sphères de sa vie, car celui qui a déjà traversé l'incendie ne craint plus la flamme, et celui qui s'est relevé d'une chute sait qu'il pourra se relever encore. Il existe une puissance particulière dans le témoignage de ceux qui ont surmonté l'adversité. Leur vie devient une source d'inspiration pour les autres, une preuve vivante que l'échec n'est pas une fin mais un passage. Les grandes figures de l'histoire ne sont pas celles qui n'ont jamais connu la défaite, mais celles qui ont su transformer leur défaite en tremplin. Elles ont appris à tirer parti de leurs cicatrices comme d'un livre sacré, et leurs blessures sont devenues les fondations de leur réussite. L'adversité agit aussi comme un filtre qui révèle qui nous sommes vraiment. Lorsque tout va bien, il est facile de sourire, de garder la tête haute, d'afficher une confiance de façade. Mais dans la douleur, le masque tombe, et c'est le véritable visage qui apparaît. C'est là que l'on découvre la profondeur de sa foi, la solidité de sa volonté, l'authenticité de ses valeurs. En affrontant ces révélations, on peut choisir soit de se laisser briser, soit de se reconstruire avec plus de clarté et de force. Ce processus de transformation est également lié à la créativité. Face à une impasse, l'esprit est contraint de chercher de nouvelles voies, de concevoir des solutions inédites, de s'ouvrir à des perspectives jusque-là ignorées. Beaucoup d'inventions, d'arts et d'initiatives qui ont marqué le monde sont nées d'un besoin urgent imposé par l'adversité. Le manque pousse à l'innovation, la douleur à l'expression, le danger à l'ingéniosité.
En ce sens, chaque crise est une matrice fertile qui force l'homme à dépasser ses limites. Pour transformer l'adversité en opportunité, il faut aussi savoir lâcher prise sur ce qui ne peut plus être changé. Trop souvent, on s'attarde dans le regret, on s'accroche à ce qui est perdu, on lutte contre une réalité déjà figée, mais la véritable puissance naît lorsqu'on accepte de tourner la page et d'embrasser le nouveau. L'opportunité ne peut être saisie que si les mains sont libres, et cela demande parfois de laisser aller ce qui, autrefois, semblait indispensable. Il est enfin crucial de comprendre que l'adversité n'est pas un ennemi, mais une alliée déguisée. Elle ne vient pas pour détruire, mais pour révéler. Elle est un miroir qui nous renvoie à nos limites, un professeur qui nous enseigne des vérités que la facilité ne nous aurait jamais dévoilées. En l'accueillant avec un esprit ouvert, en cherchant le trésor caché derrière la douleur, on découvre que chaque épreuve est une initiation, une étape vers un soi plus grand, plus solide, plus lumineux. Celui qui apprend à voir l'adversité ainsi n'a plus peur des tempêtes. Il sait que la pluie nourrit la terre, que le vent façonne les arbres, que les éclairs éclairent l'horizon. Il sait que derrière chaque chute se cache une ascension possible et que derrière chaque perte se trouve une naissance. Sa vie devient un chemin de transformation constante où chaque obstacle devient un tremplin, chaque défaite une leçon, chaque douleur une force nouvelle. Transformer l'adversité en opportunité, c'est donc embrasser une philosophie de vie où rien n'est perdu, où tout est matière à grandir, à s'élever et à créer. C'est comprendre que l'existence ne nous envoie jamais une épreuve que nous ne pouvons pas surmonter, mais toujours une invitation à devenir plus que ce que nous étions. Et lorsque cette vérité est pleinement intégrée, plus rien ne peut arrêter celui qui avance. Car il sait que même au plus profond de la nuit, il existe toujours une étoile prête à le guider vers l'aube de sa propre grandeur. Au fil de ce voyage, nous avons découvert que la pensée, la foi, la persévérance et l'union des esprits sont les fondations de toute réussite durable. Chaque idée porte en elle une puissance invisible, capable de transformer une vie ordinaire en une aventure extraordinaire. Mais ce pouvoir n'appartient pas seulement aux visionnaires ou aux privilégiés, il appartient à chacun de nous, à condition de l'éveiller, de le cultiver et de l'appliquer avec constance. La vraie richesse ne se mesure pas seulement en gains matériels, mais en croissance intérieure, en force de caractère et en capacité à inspirer le monde autour de soi. Chaque épreuve rencontrée peut devenir une opportunité de transformation. Chaque obstacle une école de sagesse, chaque pas vers nos rêves une preuve de notre engagement envers nous-mêmes et envers la vie. Souviens-toi que tout commence dans le silence d'une pensée, dans l'intensité d'un désir et dans la confiance absolue en l'invisible. La réussite n'est pas une destination, mais un chemin pavé de discipline, de gratitude et de vision. Et sur ce chemin, la lumière intérieure devient notre guide le plus fidèle. Si tu veux continuer à nourrir ton esprit, à renforcer ta foi et à transformer ta vie grâce aux enseignements des grands sages et penseurs, je t'invite à rejoindre cette communauté grandissante. Sur Savoir Sagesse, chaque vidéo est une graine semée pour élever ton esprit, nourrir ton cœur et te donner des clés pratiques pour avancer avec force et clarté. Abonne-toi dès maintenant à Savoir Sagesse et active la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, faisons de la connaissance et de la sagesse une arme de lumière pour bâtir un avenir meilleur.